merci Thierry. Et c'est un vrai plaisir d'intervenir avec vous et je dirais pour moi d'intervenir à domicile puisque j'ai passé 20 ans dans le département de la Manche. On se connaît depuis de nombreuses années. On a travaillé ensemble et j'habite à côté, j'habite à Bayeux, donc c'est très, très agréable pour moi d'intervenir, je dirais, à domicile. Même si on nous écoute dans différents départements et je crois que ça va être relayé, on peut l'écouter en France et dans l'univers. Et dans l'univers, voilà, soyons modestes. On a des gens du Massif central, hein, donc bienvenue à eux d'ailleurs. Je salue les gens du Massif central et je vais dans l'Allier après-demain pour le salon de l'herbe, sur un autre sujet, celui des protéines. Donc la guerre en Ukraine, ce qu'on va demander, c'est de vous expliquer un peu comment je perçois moi ce qui se passe. Non pas la guerre au sens de la géopolitique, hein, mais les conséquences de la guerre en Ukraine sur la réalité agricole, sur l'économie agricole mondiale, mais surtout française. Et petit à petit, au cours de l'intervention, j'arriverai sur l'exploitation agricole. Je dirais, de mon point de vue, quelles sont les questions qu'il faut se poser. Et je crois qu'après, vous avez pendant toute la semaine pas mal de webinaires et d'interventions sur des sujets beaucoup plus techniques, beaucoup plus opérationnels, mais qu'il faut raccrocher à cet environnement dans lequel on évolue. Donc, première idée, j'ai 4-5 grandes idées à vous faire passer. La première grande idée, c'est que la guerre en Ukraine, c'est important, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'elle arrive dans un contexte où on avait déjà une tension très forte sur les marchés. Rappelons-nous l'année 2021 et les hausses que nous avons connues, aussi bien au niveau des prix que des prix de produits, que sur certaines charges. Donc cette guerre accélère, active des réalités qui étaient préexistantes. Si on regarde, et c'est pas rien l'ampleur. Alors, vous allez peut-être avoir à certains moments un peu de mal à voir les diapositives, je me vais même mettre de côté, mais il faut que vous regardiez bien sur votre écran. Là, vous avez 2007, donc sur 15 ans, hein, 2021, le cours du blé. 150, 200 en eurotonnes, hein, 150, 200, 300. Et vous voyez que, donc là, on est fin 2021. Donc, avant la guerre en Ukraine, on était rendu à 300 € tonne. Hein, vous vous souvenez, toute l'année dernière, à partir du milieu de l'année, les cours du blé ont régulièrement monté. On avait un peu la même chose sur l'azote d'ailleurs. Et si vous regardez, on est à des niveaux que nous avions connus en 2012-2013, quand il y avait eu une très mauvaise récolte, que nous avions eu dans les années 2010, quand la Russie avait bloqué ses exportations, et que nous avions eu en 2007, donc quand les principaux exportateurs avaient relativement moins de blé à exporter. Et donc, ce qui est important de bien repérer, c'est qu'avant la guerre en Ukraine, nous étions déjà à des niveaux, je dirais quasiment de crise, sur les différentes productions. On verra après pourquoi. Et cette crise et ces tensions sur les marchés, nous nous concentrons sur l'agriculture. Mais ceux d'entre vous qui ont eu à faire des travaux chez eux, par exemple, savaient que c'était très difficile pour les artisans d'avoir certains métaux, d'avoir du bois. Hein, donc, cette tension, on la retrouve partout. Là, vous avez sur cette courbe le prix du pétrole. Rappelons-nous, 2017, on était descendu à moins de 50. 2020, pareil, on était descendu très bas. Et hop, tout a remonté. Et là, volontairement, je me suis arrêté en 2021. Donc, encore une fois, avant la guerre en Ukraine. Et nous étions pratiquement au niveau de la crise de 2010. Si on regarde toujours avant la guerre en Ukraine, si on regarde sur les prix des moyens de production de l'agriculture,
Regardez, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais regardez jusqu'au milieu de l'année 2021, nous étions à des niveaux relativement bas, j'y reviendrai juste après. Et ça a flambé pendant l'année 2021. L'indice moyen, il est bleu là. Et si on prend les engrais, on a eu une envolée. Ce qui est important de bien prendre en compte, c'est que là, on a une période d'envolée des prix des intrants qui suit 2 ans, voire 3 ans, où en moyenne, et on n'en a pas conscience, en moyenne, les prix des intrants étaient à peu près stables, voire même légèrement en baisse, alors que le prix des produits n'était pas si mauvais que ça. Et donc, évidemment, quand le prix des produits se tient et que le prix des consommations intermédiaires est plutôt basse, si on fait des erreurs de gestion, si on fait des erreurs techniques, ça s'estompe. Par contre, quand les prix généraux globalement augmentent, les erreurs payent beaucoup plus. Enfin, se payent, pardon, beaucoup plus. Sont beaucoup plus pénalisantes. Et c'est un des enjeux de la période dans laquelle on rentre. Donc, retenez que avant la guerre en Ukraine, on était déjà sur un contexte très tendu. Et pourquoi ? Et regardez les cours sur le lait. Regardez depuis le milieu de l'année 2020, les cours internationaux, beurre et poudre, étaient bien orientés et sont toujours bien orientés. Si on prend un peu plus de champ macroéconomique, vous avez là, derrière moi, les prix, l'indice des prix des produits alimentaires aux consommateurs. Il y a un indice mondial que calcule la FAO tous les mois. Et regardez, fin 2021, nous étions au-dessus du niveau des années 2010-2011, la post-crise financière. Et rappelez-vous, c'est là qu'il y a eu les printemps arabes et les révoltes liées au prix d'alimentation sur tout le bassin méditerranéen. Aujourd'hui, nous sommes à des prix largement au-dessus. Et nous sommes quasiment, donc c'est un indice qui neutralise l'inflation, nous sommes quasiment, pour les plus anciens d'entre nous, à ce qui s'est passé en 1973 au moment du choc pétrolier et de l'embargo sur le soja. Donc on est sur un système mondial au niveau des prix alimentaires aujourd'hui, très dangereux, très élevés, et qui peuvent, dans certains pays, notamment ceux qui n'ont pas de ressources financières suffisantes pour subventionner les produits de consommation, dans un climat très tendu. Et vous entendez le secrétaire général de l'ONU qui, périodiquement, depuis quelques mois, insiste sur ces dangers. Et donc, vous voyez qu'une des causes, bien sûr, c'est la guerre en Ukraine, mais ce n'est pas la cause principale. C'est un effet qui accélère, qui met le focus sur des fondamentaux très tendus. Alors, pourquoi on est dans ce contexte tendu et qui, à mon avis, va durer encore un certain temps, qui se chiffre en 2-3 ans peut-être? C'est que la crise sanitaire a complètement perturbé l'économie mondiale. Et on a connu en 2021 une reprise extrêmement forte, beaucoup plus forte que ce qui était anticipé. Je vous montrerai 2-3 illustrations. Et deuxième élément, qui lui est une donnée qui va durer dans le temps, une donnée structurelle, c'est que l'équilibre entre l'offre et la demande des produits alimentaires, que ce soit en blé, que ce soit en lait, l'offre et la demande au niveau mondial est fragile. La production a du mal à suivre l'évolution de la demande mondialement. D'où la tension sur les marchés. Ça se passe comme ce qu'on a appris à l'école. Quand la demande est supérieure à l'offre, les prix montent. C'est ce qui est en train de se passer. Pour vous montrer le produit intérieur brut français, qui a tendance à baisser, l'évolution sur 12 mois, c'est le pourcentage d'évolution. Vous avez la crise de 2020, il a baissé fortement. Et regardez, 2021, on a eu une progression extrêmement forte. Et si on prend au niveau mondial, on a la même chose. Bon, 2022, on est en train de baisser. Mais cette tension, cette reprise forte de l'économie
explique la tension sur les matières premières. Et on n'a pas parlé des taux d'intérêt, les taux d'intérêt qui sont en train de remonter. Donc, vous imaginez bien les conséquences sur la gestion de l'entreprise. Deuxième indicateur qui vous montre que cette reprise est très forte et crée une tension sur les matières premières, l'évolution du commerce mondial, c'est-à-dire les échanges mondiaux de tout type de produits. Vous avez une courbe qui vous montre l'évolution, et là, la crise de 2009-2010. Donc, vous avez l'évolution du commerce mondial en milliards de dollars. La crise de 2009-2010 a fait chuter de manière considérable le commerce mondial. Il est reparti, mais vous remarquerez qu'après la décennie 2010-2020, le commerce mondial restait à peu près stable. D'où les interrogations qui commencent à y avoir sur la mondialisation. Crise sanitaire, le monde s'arrête au printemps 2020. Une chute, mais finalement moins importante que ce qui s'est passé pendant la crise financière. Et un rebond absolument spectaculaire, beaucoup plus fort que ce que tous les économistes et tous les instituts avaient anticipé, notamment tiré par la Chine. Un rebond beaucoup plus fort et un point qui laisse penser que le commerce mondial va reprendre et va continuer à progresser. Alors que vous vous souvenez, on disait beaucoup avec l'histoire du pangolin, la crise, etc., la crise Covid, finalement, c'est la fin de la mondialisation. On pense après, chacun en citoyen, un peu comme on veut, comme on le sent. Mais au jour d'aujourd'hui, les faits objectifs montrent que dès que c'est reparti très fort. L'offre a du mal à suivre la demande, ce que je vous disais. Je m'écarte là pour que vous voyez. On est là sur les courbes de production de lait. Les données du CNIEL sur les pays européens. Vous voyez que dans les grands pays laitiers, l'Allemagne, la France, on a une production plutôt en baisse. Bon, la Pologne augmente fortement, mais sur des volumes beaucoup plus bas. Et l'Irlande double, mais sur des volumes beaucoup plus bas. Donc, si on prend par exemple le lait, il y a une tension évidente aujourd'hui en Europe, d'où le niveau des prix. Si on regarde les céréales, je vais être un peu plus circonstancié sur les céréales compte tenu de l'enjeu géopolitique des céréales. Vous avez là sur 10 ans, les bâtonnets que vous voyez, ce sont les stocks de blé en fin de campagne. Vous voyez que dans cette période-là, quand les stocks étaient montés, ça veut dire qu'on produisait plus que ce que l'on consommait, puisque le stock en fin de campagne est plus important que le stock en début de campagne, ça veut dire qu'on n'a pas tout vendu. Vous regardez depuis 5 ans, les stocks ne montent plus, ils ont plutôt tendance à baisser. Ça veut dire que les moissons, qui sont de plus en plus importantes, la récolte de blé augmente tous les ans au niveau mondial, ne suffit pas à satisfaire la demande. Donc, une tension forte, d'où l'inflation des prix sur les céréales à l'été dernier et l'ultra-sensibilité des marchés aux moindres informations comme on l'a aujourd'hui. L'Inde décide de ne plus exporter, les cours, ils ont monté de 50 € en une semaine à peu près. Donc, et puis après, il y a eu une détente, et ça a reperdu 50 €, je crois, en 10 jours. Donc, une sensibilité énorme qui est liée au fait que ces stocks, que la production a du mal globalement à suivre l'évolution de la demande. Et si vous regardez, je ne vais pas tout vous commenter, mais si vous regardez cette courbe-là, qui baisse, elle est extraordinairement importante. C'est le ratio entre les stocks et la consommation. Par exemple, au niveau global, là, on est à 30%. Ça veut dire qu'on a en stock un tiers. En gros, on a en stock 4 mois au niveau mondial, 4 mois de consommation. Vous regardez, en fait, tout le monde consomme du blé. Il y a 10 pays, principalement, qui en exportent de manière majeure. Et là, vous avez les stocks en fin de campagne par rapport à la consommation des pays, les grands exportateurs.
Et vous voyez que ce stock baisse. Donc, ce qui veut dire que les grands exportateurs ont de moins en moins, par rapport à l'évolution du marché et de la demande, ont de moins en moins en pourcentage de blé à fournir. D'où les normes de blé pour répondre à la demande. Donc, indépendamment même de la question de l'Ukraine sur laquelle je vais revenir. Je passe volontairement beaucoup de temps là-dessus pour bien vous faire comprendre que les tensions qu'on a aujourd'hui sont des tensions structurelles sur lesquelles la crise en Ukraine amène une amplification, bien évidemment, peut-être une accélération, une focalisation, une tension affective. Et encore une fois, là, je ne suis que sur l'impact agricole. Je ne rentre pas, bien sûr, sur tout l'aspect humain et dramatique avec les 7 ou 8 millions de déplacés que connaît l'Ukraine. Mais on est sur des préexistants extrêmement tendus. Alors maintenant, l'Ukraine, et j'ai volontairement appelé cette partie la guerre et l'arme alimentaire. Peut-être là, on peut notre ami Benoît, est-ce que tu peux zoomer, oui, voilà, pour que vous voyez un peu la carte. Donc, je ne vais pas du tout vous faire de géopolitique, hein, qui n'est pas mon domaine de compétence, même si je lis et comme vous et j'écoute les informations, mais que l'on comprenne bien ce qui se passe. Donc, vous avez donc là l'Ukraine, la mer Noire est là, hein. La Turquie est là, la mer Noire, la Turquie est là, la mer Noire, et là, c'est la mer d'Azov. Et donc, la frontière, là c'est la Russie, Kiev est quelque part par là, voilà, Kiev est là, Odessa, dont on parle beaucoup, est là. Et donc, vous voyez que la Russie a concentré et a changé de stratégie là, il y a un mois, et a concentré ses efforts militaires sur le Donbass et le long de la mer Noire. Sachant que, vous vous souvenez qu'il y a, en 2014, la Russie a annexé quelque part, enfin ça a été des républiques qui sont autoproclamées indépendantes, donc la Crimée qui est là, et il y a Donetsk et Lugansk, là, deux départements qui se sont aussi déclarés indépendants, autoproclamés indépendants sous influence russe. Et donc, on voit bien que la Russie concentre ses efforts dans la zone russophone le long de sa frontière, et c'est très important au plan agricole, vous verrez l'image suivante, cherche à prendre tout le contrôle le long de la mer Noire. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, c'est l'accès à la mer et c'est l'accès, tous les grains ukrainiens sont exportés par là. Et donc la Russie cherche à prendre le contrôle de la côte et notamment le contrôle des deux grands ports exportateurs, Odessa et Mykolaïev. On nous parle beaucoup de Mariupol, qui est important, et puis c'est humainement dramatique ce qui s'y passe. Ceci dit, Mariupol, c'est la mer d'Azov, donc c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a un détroit entre deux. Mais Mariupol n'est pas, de ce que l'on m'a expliqué, n'est pas un très grand port d'exportation. Et il semblerait que les Russes, aujourd'hui, attaquent Odessa, mais font en sorte de ne pas détruire les installations portuaires. Parce que, dans leur idée, s'ils en prennent le contrôle, ils en auront besoin. Si on regarde sous un autre angle cette même réalité, donc là, vous avez, dans ce que je vous montrais tout à l'heure, hein, là, le Donbass, ça c'est la Crimée, dont je vous parlais, la carte tout à l'heure était coupée là, Odessa, et là, ce que vous avez en vert, le plus sévère, plus les quantités de blé produites sont importantes. Hein, c'est pour vous montrer où est produit le blé en Ukraine. Et vous savez que l'Ukraine, c'est quelque chose comme 12, 13, 14 ou 15% des exportations mondiales de blé. Eh bien, dans toute cette zone, donc qui est en gros la zone dont les Russes essaient de prendre le contrôle, toute cette zone représente, c'est une carte de l'USDA, des Américains, représente 40%, presque la moitié, du potentiel de blé de l'Ukraine.
Donc ça veut dire que si il y avait une partition de l'Ukraine, et si les Russes arrivaient à ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, à prendre le contrôle, la Russie pèserait, déjà la Russie et l'Ukraine aujourd'hui pèsent 30% du commerce des céréales. Donc la Russie à elle seule contrôlerait pratiquement un quart du commerce mondial de céréales, et ça irait en croissant, puisque le réchauffement climatique, pour la Russie, est très favorable et va augmenter le potentiel de production. Et donc cette question de l'arme alimentaire, dans un contexte où on a vu que les choses sont très tendues, donc où l'offre a du mal à suivre la demande, amène donc effectivement la Russie à chercher, la Russie qui est devenue le premier exportateur de blé, qui il y a 15 ans était importatrice, et après l'embargo de 2014, a développé énormément son agriculture, et donc va chercher de plus en plus à imposer l'arme alimentaire qui, au préalable, avant, était détenue par l'Occident. Et aujourd'hui, on peut penser que l'Inde, la Chine, la Russie, demain, détiendront les clés de cette question. Deuxième élément de la guerre en Ukraine, c'est que la mer Noire n'est plus praticable pour les bateaux, elle a été minée, et donc les stocks de blé ukrainiens, il y a, on ne sait pas bien, mais il y aurait 6-10 millions de tonnes, c'est-à-dire en gros la moitié de ce que la France exporte tous les ans. On exporte 15-16 millions de tonnes de blé. Les Ukrainiens, qui exportent 80% de leur production, auraient encore en stock l'équivalent de la moitié des exports français. Mais ils ne peuvent pas les exporter parce que la mer est bloquée. Et donc, il commence à y avoir ils essayent de faire partir par des trains, mais d'abord, les trains, la capacité est bien plus faible. Et puis, d'autre part, sur les trains, ils ont l'héritage du système soviétique. Donc, les écartements de rails ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Donc, quand ils sortent, il faut transborder les céréales dans d'autres trains, dans d'autres wagons pour avoir l'écartement. Donc, c'est très compliqué et donc c'est très long et assez complexe. Et là, ils sont en train d'essayer de voir comment ils pourraient atteindre les ports de la Baltique par des voies maritimes. Et donc là, charger des barges pour exporter leurs céréales. D'autant que, d'après ce que l'on nous explique, la récolte, c'est contre-intuitif ce que je vais vous dire, la récolte là, qui va démarrer en Ukraine s'annonce bonne. On imagine que c'est la guerre, donc il n'y a plus d'agriculture. Ce n'est pas vrai. La guerre, d'abord, elle est circonscrite et le gouvernement ukrainien a tout fait pour que l'agriculture continue et que les ensemencements se passent pour la récolte de printemps, mais la récolte d'hiver, les récoltes d'hiver avaient été plantées, les plants d'hiver avaient été plantés avant, et que ça puisse se continuer. Donc la récolte s'annonce bonne. Le gros problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est que les silos ne sont pas vides. Donc la question, c'est comment on va récolter, mais cette récolte, où est-ce qu'on va la stocker? Comme je vous le disais, l'enjeu géopolitique, il est lié donc à ces exportations qui sont bloquées, alors que ces deux pays belligérants sont deux géants du grain, des grains, pour employer tous les grains. Vous avez là, sur le graphique qui est derrière moi, vous avez ce que représente la Russie en rouge plus l'Ukraine en bleu sur le commerce mondial en moyenne sur 5 ans. Vous voyez qu'en blé et en orge, c'est à peu près 30%. En maïs, c'est pas tout à fait 20%. En tournesol, en graines de tournesol, c'est 1/3 du commerce mondial. Par contre, en huile et en tourteau de tournesol, c'est 80%. D'où toutes les questions sur l'huile de tournesol. À eux deux, et notamment l'Ukraine, c'est la moitié du commerce mondial, non pas des graines, mais des produits dérivés, des huiles et des tourteaux de tournesol, d'où les tensions phénoménales qu'il y a aujourd'hui là-dessus.
Donc, on a deux géants du grain qui sont en guerre, et on a toute la logistique de la mer d'Azov et de la mer Noire qui sont bloquées. Et vous avez peut-être entendu, la Russie est en train de dire, si les choses se détendent, on ouvrira un canal, un couloir dans la mer Noire pour pouvoir exporter les grains ukrainiens. Puisque c'est miné, mais évidemment, ils ont dû laisser des passages pour laisser passer les bateaux. Mais par ailleurs, la Russie, de son côté, continue à exporter beaucoup plus que ce que l'on imaginait au début de la guerre. Ils ont continué à exporter en privilégiant les pays destinataires, ceux qui leur sont plutôt favorables et qui n'ont pas voté contre eux à l'ONU. Et puis, il semblerait, vous avez dû lire comme moi dans les journaux, qu'ils sont en train d'essayer de prendre un peu des stocks ukrainiens pour les commercialiser. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il me semble, là je donne mon avis, il me semble qu'on est sur des tensions durables sur les produits alimentaires. Quand je dis des tensions, ça veut dire l'offre et la demande pas forcément équilibrées, avec cette préoccupation majeure du climat, de lutter contre le changement climatique et de s'adapter au changement climatique, et de la sécurité alimentaire. Alors, vous savez qu'au niveau européen, il y a pas mal de voix qui s'élèvent en disant Farm to Fork, le Green Deal, etc. Il faut arrêter. Il faut repartir sur une production augmentée, avoir le souci permanent d'augmenter la production. Je donne mon avis. Personnellement, je ne crois pas une seconde que la politique européenne va changer. Ce qui se passe est très important. La politique européenne, c'est une vision à 30 ans. Donc, des épisodes et je ne suis pas en train de dénigrer ce qui se passe ou de minimiser, mais des épisodes comme celui-ci, il y en aura d'autres. Il y en a eu par le passé. Le blé au niveau où on le connaît, depuis 2 mois, c'était jamais arrivé, mais à 300, 350, on a déjà connu l'azote. Regardez, pour les plus anciens, il y a 10 ans, enfin, c'est pas très ancien, il y a 10 ans, on a connu des prix à ce niveau-là, comparativement au blé. Donc, on traverse une crise, mais les grands objectifs de l'Union européenne, que sont le climat, avec cette idée de l'Europe continent neutre au plan climatique en 2050. Ce qui veut dire pour l'agriculture, en gros, l'agriculture française, diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre et doubler le stockage, les puits de carbone, le stockage dans le sol. Et les objectifs de santé publique. Je pense que ces 2 objectifs ne seront pas revus. Pour autant, on peut, et c'est ce qui a été décidé, remettre en culture provisoirement des terres en jachère. Même si ça ne va pas beaucoup augmenter la production, parce que soyons pas dupes, les terres qui sont mises en jachère, ce n'est pas les meilleures. Mais sur le fond, ne nous attendons pas à un changement important. Par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est que l'objectif de production, de sécurité, soit plus clairement affiché, que l'ambition exportatrice soit plus clairement affichée. Et là, je vous donne mon avis. Comment peut-on remplir ces objectifs de santé publique, de climat, donc en gros d'agriculture plus naturelle, d'agroécologie au sens très large du terme, et une augmentation de la production, ou du moins un maintien de la production? Pour moi, il n'y a qu'une voie entre les deux, c'est la science. C'est de pouvoir bénéficier de toutes les avancées qu'il y a déjà et de celles qui sont en perspective. Je pense notamment à toute notre connaissance sur les microbiotes. Et ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que les objectifs de l'agriculture européenne se placent dans la perspective d'une consommation européenne en baisse à l'horizon 30 ans. On sera moins nombreux, plus âgés, donc on mangera moins, et sans doute plus végétal et un peu moins animal. Et donc, tout ça veut dire qu'une production qui, globalement, n'augmenterait pas, avec une demande qui baisse,
libère un potentiel d'exportation. Quand je vous disais que je vois les choses durablement assez tendues, vous avez là, et vous pouvez le regarder, je vais m'écarter pour que vous puissiez mieux voir, vous avez les cotations sur le marché interne du blé. 450, 350, 250. Là, on est septembre 2022. J'ai pris ça, les cotations au 19 mai. Je n'ai pas regardé depuis. Au 19 mai, sur le terme de septembre 22, on était à 420, 430 en cotation. Donc, il faut enlever, ça ne fait pas ça du rang du Rouen, hein, ça fait 20, 30 euros de moins sur le 30, ou 30, 40 euros de moins sur le rang du Rouen. Là, on est au printemps 2023. Et là, on est sur la récolte 2023. Donc, la récolte 2023, on est à 350. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un producteur peut s'engager sur la récolte 2023 à 350. Donc, vous voyez que plus on avance, plus ça baisse. Mais là, on est à 350. Et sur la récolte 2024, donc 2 ans, on est à 300. Donc, ça baisse. Et vous vous rendez compte, à 2 ans, on est à 300. C'est très, très élevé. Il y a 1 an et demi, on nous aurait dit 300, on nous aurait dit, mais t'es pas faux. Donc, les opérateurs, le marché interne, c'est l'anticipation des opérateurs. Les opérateurs anticipent un contexte durablement tendu. Il faut faire attention parce que l'inflation est en train de repartir. Donc, ça veut dire sur toute la gestion pour vous, agriculteurs, la gestion des investissements, il faut le prendre en compte, mais vous avez peut-être une intervention là-dessus, enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est autre chose. Mais les prix à la consommation montent. En France, ils montent moins qu'ailleurs. Il y a d'autres pays européens où on est à 5, 6, 7%. Nous, on est autour de 4. Là, on est à 3, 6 en moyenne, 12 mois en février. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des arbitrages. Il va y avoir des arbitrages de consommateurs. Donc, ça veut dire que le potentiel d'augmentation des prix existe, la loi Egalim, mais il ne faut pas attendre non plus des merveilles. On a aujourd'hui 7-8 millions de Français qui ont recours à l'aide alimentaire. Donc, il commence déjà à y avoir des arbitrages. Et je me souviens très bien, lors en 2012-13, là, quand les prix, 11-12, quand les prix avaient monté, j'étais dans le département de la Manche, et on avait commencé à avoir des arbitrages sur les produits laitiers frais, une déconsommation. Et donc, les arbitrages, c'est une descente de gamme. Hein. Donc, il faut faire attention. Il faut bien sûr que les prix augmentent en fonction des coûts, mais il y a une limite qui est le consommateur. Alors, en même temps, vous savez que le gouvernement est en train de réfléchir, en train de travailler sur un chèque alimentaire pour soutenir le revenu des plus modestes d'entre nous. Et alors maintenant, les questions pour la gestion de l'exploitation agricole. Juste quelques questions, je ne me permettrai pas d'apporter véritablement les réponses. Vous avez plein d'interventions derrière. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je crois que vous, éleveurs, bien sûr, vous allez à vous poser les questions du prix du lait et du prix de la viande, qui sont bien orientés, le prix de la viande très bien orienté aujourd'hui, les hausses de charges sur l'azote, sur l'aliment, enfin les tourteaux, les aliments achetés, sur l'énergie. Là, c'est des chiffres de l'Institut d'élevage qui ont fait des estimations. Ils se disent, si on est, donc c'est les surcoûts au 1000 litres, si on est ce qu'ils appellent l'hypothèse basse, c'est-à-dire la situation de prix de la fin de l'année 2021. En gros, ils voient une augmentation entre 15 et 20 euros au 1000 litres du coût par rapport à l'exercice 2021. Et vous voyez que c'est, enfin vous voyez peut-être pas, mais en gros ça, donc la moitié de l'augmentation, c'est les aliments achetés. 5 euros, c'est lié au coût de l'énergie et aux travaux par tiers. Et 3 euros, c'est la fertilisation. Donc, le fait que l'azote est triplé ou presque quadruplé, OK, mais ça n'a pas un impact énorme chez vous.
Et là, l'hypothèse haute, c'est-à-dire qu'on continue sur les niveaux de prix d'aujourd'hui, on est en gros à 60 € au 1000 litres d'augmentation des coûts de production. Mais vous voyez que là, encore, la moitié, c'est l'alimentation achetée. Et donc, il me semble que le premier élément, enfin l'élément central, me semble-t-il, là je reprends ma casquette d'ancien directeur de centre de gestion, deux idées. Attention à l'affectif. Ce n'est pas parce que le prix de l'azote a triplé que c'est forcément une catastrophe. Ce n'est pas une autre chose. Ce n'est pas forcément une catastrophe. Donc, il faut bien connaître ces chiffres. Quel est votre coût de production? C'est encore plus important qu'avant. Quelle est votre efficacité? Je vous disais que quand les niveaux de charge étaient plutôt bas, les erreurs d'efficacité technique étaient gommées. Quand les prix montent, là, il n'y a pas photo. Hein. On se prend de plein fouet si on a un problème d'efficacité technique. Et raisonner sans effet de halo. Je vais vous expliquer. L'effet de halo, c'est ce qui brouille la façon de voir. Si on prend, donc là, c'est des courbes du CNIEL, là, des derniers observatoires du CNIEL du mois d'avril. L'augmentation du prix, c'est le lait à 70, ouais. L'augmentation du prix du lait départ ferme. Donc là, en un an, ça a augmenté de 15%. Je ne reviens pas sur l'écart, sur le fait que le bio augmente moins, donc l'écart diminue. C'est autre chose. Et on va dire, oui, ok, c'est bien 15%. Mais les charges, donc là, vous avez en bleu, c'est l'hypompe palais, les charges ont aussi augmenté de 15%. Mais si les charges augmentent de 15%, que votre produit augmente de 15%, attention, si vos charges augmentent de 15% et que vos produits augmentent de 15%, votre marge, elle augmente de 15%. Donc, il faut vraiment calculer. Donc là, je vous ai fait deux exemples. Si il vous faut 80 € de charge pour produire 100 € de produit, c'est théorique, hein. Si votre marge est de 20, eh ben, si les deux ont augmenté de 15%, votre marge, elle a augmenté de 15%, elle est passée à 23. Vous avez gagné 3. Par contre, si pour ces 100 € de produit, vous engagez 60 € de charge, votre marge est de 40. Si ça a augmenté de 15%, vous avez gagné 6. Vous êtes passé de 40 à 46. Ça veut dire que si... il ne faut pas vous laisser prendre dans les choses. Si votre coût de production augmente, en pourcentage augmente, mais que vos produits augmentent de la même manière, votre marge, elle augmente. Pour autant, plus votre efficacité technique plus il vous faut d'intrants, je dis dans l'autre sens, pardon, moins il vous faut d'intrants pour produire 100 de produits, plus vous bénéficiez de ces affaires-là et moins vous risquez si les charges augmentent plus que les produits. Et ce fait d'avoir 40% de marge sur chiffre d'affaires au lieu de 20%, il y a deux origines à ça. Il y a les systèmes intensifs extensifs, donc ça, vous n'allez pas changer. Un système extensif est beaucoup moins sensible à ces variations. Mais aussi, si vous avez une efficacité technique, un système constant, si votre efficacité technique, elle passe de 70 de charge pour faire 100 € de produit à 60, si vous l'améliorez de 10, votre marge, elle grimpe. Si vous, au contraire, elle diminue. Et donc, comme le prix des charges va augmenter plus qu'avant, votre efficacité technique, et tous mes collègues qui sont beaucoup plus techniques que moi vont l'expliquer après, dans les jours qui viennent, plus votre efficacité technique vous devez y faire attention. Il n'y a plus d'erreur possible là-dessus, il y a beaucoup moins de marge de manœuvre. Juste un exemple, si les prix augmentent de 10% et que les coûts augmentent de 15%, si il vous faut 80 de charge pour faire 100, c'est-à-dire si vous avez une marge de 20% de votre produit, bon, vous êtes au-dessus de ça bien sûr, mais 20%, là, vous baissez, votre marge baisse. Par contre,
Si vous avez une efficacité de 60%, s'il vous faut que 60% de charge pour générer 100 de produits, même si les coûts augmentent plus que les produits, votre marge augmente. Donc, pour ça, pour vous dire que ce n'est pas parce que les charges augmentent plus que les produits que votre marge diminue forcément. Notamment si vous avez une très bonne efficacité technique et si les prix augmentent. Même s'ils augmentent moins, les prix du lait, que le prix des charges, s'il augmente, si votre efficacité technique est bonne, vous allez augmenter votre marge. En conclusion, il me semble qu'on a des marchés de plus en plus tendus. Et ça va rester durablement. À 2-3 ans, peut-être même plus. Ça va rester. On a l'enjeu incontournable du changement climatique et du Green Deal. Il va y avoir quelques adaptations, etc., etc. Mais ne nous trompons pas, au-delà des discours qu'on peut entendre, la tendance, j'en suis absolument persuadé, va rester la même. Et donc, pour vous, ça veut dire qu'il faut raisonner à moyen terme et à court terme. Ce n'est pas tout à fait pareil, raisonner à moyen terme et à court terme. Réfléchir, regardez ce qui se passe, et si vous êtes là, vous êtes sensible à ça, anticiper, peut-être faire des arbitrages, et surtout mesurer, avant de faire ces arbitrages, mesurer, calculer. Vous devez connaître votre efficacité technique, vous devez connaître votre prix d'équilibre. Je ne vais pas rentrer dedans, vous avez plein de conseillers qui vous expliquent ce que c'est. Votre prix d'équilibre, vous devez connaître votre coût de revient, ce qui n'est pas la même chose. Et surtout, et vous n'êtes pas familiarisé à ça, vous devez connaître votre coût marginal, qui n'est pas la même chose que le coût de revient. Le coût marginal, c'est le coût des 10 vaches en plus ou 10 vaches en moins. Ou 20 000 litres en plus et 20 000 litres en moins. Et c'est ça qui va beaucoup varier dans ce contexte très variable d'aujourd'hui. Et il me semble pour finir, nous avons, du point de vue du lait, vous en êtes convaincus, un contexte normand qui est très favorable, c'est évident, et on a 2 pépites, notamment dans cette période où on va se parler à la fois d'autonomie et de coût des matières, et donc d'autonomie fourragère. On a l'herbe. J'ai mis un herbomètre, je me rappelais les réunions avec le contrôle laitier il y a longtemps, avec les herbomètres. Donc on a cette pépite de l'herbe qu'il faut valoriser encore plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Et on voit que l'azote va devenir une denrée rare. On a les engrais de ferme. Donc, on a vraiment des atouts en Normandie pour continuer à être des producteurs de lait et de viande performants. Merci. Et donc, je crois que maintenant, Benoît, tu dois avoir des questions à relayer. Merci, Monsieur Sironi, pour cette prestation. Ça nous permet d'avoir des éléments de réponse, mais aussi de réflexion. Donc, merci pour ça. Alors, vous allez pouvoir retrouver l'intervention de M. Sironi en replay sur un lien que vous allez recevoir à l'issue de la conférence, mais également dès ce soir sur YouTube, sur la chaîne YouTube Littoral Normand. Alors, M. Sironi, je pense que vous avez été très, très clair parce qu'il n'y a pas de questions. Par contre, je suis sûr que notre président, il a toujours plein de questions à poser et je suis sûr qu'il en a au moins une ou deux. Il ne nous reste pas trop de temps, mais on peut encore prendre 5 bonnes minutes pour finir cette conférence. Oui, alors merci Jean-Marie pour cette présentation. Et je pense que c'était important de mettre en lumière que l'impact de la variation des matières premières, elle n'est pas due qu'à l'effet de la guerre en Ukraine, elle est déjà structurelle déjà depuis plusieurs mois. Et ça, c'était important de le mettre en lumière. En tant que paysan, en tant qu'agriculteur, c'est vrai que quand on regarde les courbes, on voit qu'il y a des évolutions ces dernières années ou depuis déjà 2 décennies. Mais comment réagir de façon adaptée? Parce que voilà, on doit prendre des décisions assez rapidement. On est peut-être un peu perturbé aussi par l'environnement, par les médias, par tout ce que l'on voit à la télé. On négative souvent, on met souvent en avant des choses négatives dans les médias, voire les réseaux sociaux. Mais en tant qu'agriculteur, comment prendre les bonnes décisions au quotidien? On l'a vu, nous, côté littoral normand, en début d'année, des éleveurs qui ont réagi un petit peu en baissant les services et autres. Et on s'aperçoit que dans votre conclusion, ce qui fera la différence aujourd'hui et demain, c'est la technicité.
au sein de nos exploitations. Ma question, c'est comment sensibiliser les agriculteurs de nos territoires à être performants demain, à pouvoir prendre un peu de hauteur, à avoir des comptes adaptés, à pouvoir suivre leur trésorerie et leur compte de résultats de façon plus régulière et pas 18 mois après le début de la clôture. Voilà, on a un sujet qui n'est pas nouveau, mais comment faire en sorte, avec l'expérience que vous avez, quels conseils vous pourriez donner aux agriculteurs ou aux entreprises de conseil comme la nôtre? Elle n'est pas facile la question. Non, Thierry, pas facile. Elle n'est pas facile. Le fait que la technicité soit pas acquise et que c'est un des leviers principaux, tu t'en souviens sûrement, quand j'étais dans le département, que je dirigeais le Cerf de la Manche, là, je suis parti il y a 7 ans maintenant, mais ça fait 15 ans, 20 ans qu'on raconte ça. Et à un moment, on pensait que tout ça, c'était comment dire, et là, je vais prendre la casquette Cerf France, on pensait que tout ça, c'était acquis, et que maintenant, c'était la fiscalité, etc. Et moi, je disais, mais attendez, mais c'est de la connerie, tout ça. Non, c'est la technique qui fait qu'on gagne de l'argent. Il faut la technique et puis la gestion. On n'est pas obligé non plus, quand ça va bien, d'acheter de la ferraille à tour de bras. Et attention là, parce que bon, sur 2021-2022. Après, je crois que, comment dire, et puis là, je ne vais pas faire la publicité du littoral normand, mais je pense véritablement, dans ces périodes d'incertitude, d'incertain, parce que personne ne sait ce qui va se passer. Et on peut être, et ça c'est totalement nouveau, de par le changement climatique, on peut arriver dans des zones dont personne n'imagine ce qui peut se passer. C'est la différence avec le risque. Une situation de risque, on la connaît, on sait à peu près la probabilité et on sait l'amplitude que ça peut prendre. Là, on arrive dans des zones où on ne sait pas ce qui peut se passer. Et donc, c'est vraiment là qu'il faut à la fois se faire accompagner, multiplier ses sources d'information. Ça, c'est si je suis agriculteur. Si je suis un organisme de conseil, comme Littoral Normand, c'est aussi très exigeant pour l'entreprise ou le patron que tu es, Thierry, par rapport aux collaborateurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'eux aient accès à l'information peut-être un peu digérée, mais gardent leur esprit critique. Et je vais redire une phrase que je disais quand j'étais au Cerf France. Je ne me souviens plus bien quelle année il y avait une crise très profonde. Et je me rappelle très bien avoir réuni les conseillers qui avaient, c'est normal, ils ont beaucoup d'empathie avec les agriculteurs, avec les éleveurs. Et je leur disais, attendez, que vous ayez de l'empathie avec un éleveur qui est en difficulté, ça me paraît, c'est bien. Enfin, je veux dire, voilà. Par contre, vous n'avez pas le droit de pleurer, entre guillemets, avec les éleveurs. C'est une faute professionnelle. Vous, conseillers, vous devez garder du recul, même si vous êtes amis, même si vous avez de l'empathie, mais vous devez garder du recul pour aider votre client ou votre adhérent à avoir la tête froide et à prendre, à prendre des décisions en ayant raisonné. Parce que quand ça ne va pas, on a beaucoup d'affectifs. L'exemple que je te donnais tout à l'heure, là, quand on s'est vu avant de démarrer, je me rappelle très très bien un producteur, et puis pas n'importe qui me disait dans cette période-là, tu te rends compte, mon veau, j'ai vendu des veaux moitié moins cher, c'est la cata. Ah, j'ai dit ok, et ça vaut combien ton veau laitier? Ok, divisé par 2, ça fait combien? Mais tu n'as pas perdu grand-chose. Hein. Un veau mâle, hein. Tu n'as pas perdu grand-chose. Donc attention à l'affectif, et les conseillers sont là, et en premier lieu, eux doivent être clairs dans leur tête, me semble. Conseillers et conseillères doivent être prêts dans leur tête là-dessus. Alors Jean-Marie Serroni, vous êtes confiant pour l'agriculture, la production laitière, voire la production de viande en Normandie? Oh, oui. Alors, pourquoi je suis confiant sur la production laitière en Normandie? Je suis confiant pour 3 raisons. Où est-ce qu'on peut produire du lait en France à moins cher qu'en Normandie? Ce n'est pas pour autant que c'est en Normandie qu'on le produise le moins cher, parce qu'on gaspille un certain nombre de choses. Enfin, du moins quand j'y étais, peut-être depuis ça s'est amélioré. On avait montré que, par exemple, par rapport aux Bretons, le lait était vendu 20 € de plus, mais au bout du bout, la marge était la même. Donc, on avait de l'élasticité dans les marges. Donc, on a un contexte pédoclimatique et avec le changement climatique, on va pas…
on va souffrir, mais souvent beaucoup moins que les autres. Puis le vieux dicton normand, année de sécheresse, année de richesse, il est dur à dire aux autres, mais vraiment, il est quand même un peu vrai. Donc, on a le deuxième, c'est la compétence des éleveurs. C'est une réalité. Le troisième, c'est qu'on a un tissu d'entreprise de transformation solide. Alors, on a quand même, c'est pas la Normandie, la Mayenne, enfin, on a quand même le siège de la première entreprise laitière mondiale. On a des PME régionales, je pense à Isigny et à Maître Laitier. On a des PME régionales solides qui exportent beaucoup, je pense à Isigny, Maître Laitier aussi, c'est pas au même endroit. Donc, qui sont bon, sur la viande, je suis optimiste, mais je pense que globalement, le secteur de la viande va connaître des chambardements assez importants liés, alors je dérive là de notre sujet, mais liés à l'évolution sociétale, à la demande. Mais en même temps, on peut se dire que demain, est-ce que l'avenir, c'est pas la viande issue du lait? Et auquel cas, on a un boulevard devant nous. J'interviens dans 2 jours dans le Massif central, c'est plus compliqué. Merci Jean-Marie. Alors merci encore. On va être obligé de clôturer la séance. Je remercie encore M. Sironi pour sa présence aujourd'hui. Merci de l'invitation. Pour la première intervention. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en découvrir plus, abonnez-vous sur notre site. Vous lâchez un petit pouce bleu. À bientôt.